Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Nous sommes aujourd'hui avec un invité que je voulais recevoir depuis un petit moment. On va parler des Jeux Olympiques qui vont bientôt, ça arrive à grands pas. Ça va bientôt commencer. C'est le 26 juillet que ça démarre. Mais là, on va au lieu de l'aspect du sport, on va parler de la face cachée des Jeux Olympiques, avec notamment Romain Molina. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant et vous êtes allé voir en coulisses ce qui se passe, notamment avec le CIO, ce qu'on appelle le CIO, c'est le Comité international olympique. On parle peu de ça, mais c'est comme vous comparez beaucoup ça. C'est beaucoup comparé dans le livre à la FIFA, la Fédération internationale du football. C'est finalement, on découvre une vraie mafia. Bonjour et merci d'avoir accepté cet entretien. Mais merci à toi, Romain. Et oui, en effet, le CIO, c'est pour que les gens comprennent, c'est une organisation dont on parle très peu, contrairement à la FIFA. Les gens, je pense, se rendent compte de la puissance de la FIFA, que j'abordais moi depuis des années, qui dépasse simplement des questions d'argent. Il faut comprendre que le président de la FIFA est aujourd'hui un invité de marque au G20 des années, depuis que l'ancien président argentin Mauricio Macri l'avait invité. Et comme Mauricio Macri a perdu les élections lorsqu'il a voulu se représenter, eh ben, la FIFA lui a donné un poste. Ça montre un peu les connexions. Et vous avez à côté le Comité international olympique, qui, on va dire, sont les deux organisations sportives internationales les plus importantes. Sauf que celui-ci, on en parle beaucoup moins, parce que ça fait moins d'audience. Forcément, ce n'est pas le football. Et c'est très, je sais pas, c'est les cycles, en fait, olympiques qui permettent de parler des jeux et on va plus s'attarder sur les athlètes et rarement sur le CIO. Donc, quand on est dans la discrétion, souvent, on bénéficie d'une plus grande impunité. Par contre, on remarque que même la FIFA n'arrive pas à faire autant plier les États que le CIO, que c'est absolument incroyable et que ça concerne tous les États. États-Unis, Russie, Chine, Corée du Sud, Japon, Royaume-Uni, France. Vraiment, il y a une unanimité à ce niveau-là. Et Alors, quand vous dites les faire plier, donc on voit dans le livre qu'effectivement, c'est un tel rapport au marketing. Tous les pays veulent absolument aujourd'hui passer. C'est les Jeux Olympiques, ça n'est pas que célébrer le sport, finalement, c'est vraiment avoir toutes les caméras de la planète centrées sur un voilà. pays, sur une ville. C'est potentiellement aujourd'hui avec la Coupe du Monde de football les deux événements qui génèrent le plus de médiatisation et de visibilité également pour les sponsors et également pour les régimes politiques. Donc, on peut se rappeler évidemment, il y en a qui vont parler de Sotchi en Russie, mais pas que. On peut parler des Jeux de Pékin, même Tokyo, qui voulait présenter quelque chose d'assez spécial. Et là, clairement pour la France, avec Emmanuel Macron, on est dans l'idée de dire que c'était ce que était vous l'Élysée, que ce serait l'apogée du règne, j'ai presque envie de dire, d'Emmanuel Macron. Donc les États veulent à tout prix, parce que c'est aussi presque des campagnes de relations publiques, business grand V. Tous les ministres veulent être sur la photo. Donc en fait, c'est un accélérateur presque médiatique sans précédent. Et pour cela, les États acceptent de signer des contrats absolument incroyables qui bafouent même les lois des pays pour donner des avantages incroyables à ce fameux CEO. Et mon idée à travers ce livre, parce que rappelez-vous, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, même Jacques Chirac à l'époque ou Emmanuel Macron, tous ils nous parlent des valeurs olympiques, de la famille olympique. On entend toujours ça. Et en fait, c'était de montrer ce que sont réellement les valeurs olympiques à travers ce fameux comité international olympique et de montrer que la France, à l'image des autres États, s'est agenouillée devant une organisation qu'on pourrait qualifier de monstrueuse et que beaucoup qualifient de secte, qui s'appelle le comité international olympique. Oui, parce que c'est intéressant quand vous l'exposez comme ça, en parlant des valeurs, parce que dans le sport, on parle énormément de promouvoir, que ce soit par le judo, alors vous faites comme moi du basket, on promeut toujours certaines valeurs, mais là, le livre attaque directement sur le manque de protection qu'il y a eu de petits enfants, de petits athlètes qui sont pris très tôt et qui étaient dans les années 60 bourrés de testostérone et tout ça, des gamines dont la vie a été ruinée dans leur vie après le sport, parce que finalement, on essayait de les gaver, on leur faisait croire que c'était des vitamines. Et là, là-dessus, quand on parle de valeur, effectivement, pour revenir sur ce que sur ce que vous dites, c'est que là, il n'y avait pas la valeur de les protéger quand on leur demande, mais rendez des comptes, personne ne va rendre des comptes aujourd'hui au CIO. Exactement. En fait, ce qui est terrible et ce que je voulais montrer, c'est que le CIO, c'est une famille, c'est comme une secte, comme je dis, ils sont 105 membres actifs qui se cooptent les uns les autres, sans rendre de compte, sans aucune transparence. On ne sait pas les élections, en fait, on ne sait absolument rien. C'est presque des réunions secrètes. Enfin, c'est vraiment très bizarre et je te le disais auparavant. La difficulté pour percer cette opacité, elle est telle que j'ai eu plus de facilité, si on peut appeler ça de la facilité, à enquêter, à remonter des filiales djihadistes type Al-Qaïda au Yémen sur l'un des ouvrages, qu'à comprendre ce qui se passait à Lausanne au CIO. Pour que les gens imaginent à quel point c'est une difficulté sans nom.
C'est beaucoup plus simple pour la FIFA, par exemple. Je dis pas que c'est facile, mais tu as quand même plus de gens qui parlent, un minimum. Là, le CEO, c'est une caste privilégiée. Vous retrouvez dans les membres actifs le prince de Monaco, l'émir du Qatar, une très proche de Paul Kagame du Rwanda, des anciens athlètes, certains, on va dire, qui sont là depuis 20-30 ans, et par exemple plusieurs Français aussi. Donc, il n'y a aucun aspect démocratique dans ce CIO, et pourtant, il est reçu par toutes les grandes puissances avec presque comme un seigneur, j'ai envie de dire, avec le tapis rouge et tout. Et quand on parle du dopage, qui a en effet malheureusement altéré beaucoup d'Olympiades, je vais carrément parler d'expérience humaine, parce que je pense réellement ceux qui liront le livre comprendront. Et en fait, mon but, c'était de montrer que ce qui s'est passé à l'époque de l'Allemagne de l'Est, donc c'est pas si vieux que ça non plus, et de l'Allemagne de l'Ouest, même si c'était un poil moins en masse, parce que vraiment, c'était inimaginable ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est. Et ben en fait, il y a 5 coachs notamment qui après ont avoué les faits. On est dans les années 2000. Et le président du comité olympique allemand, Thomas Bach, un ancien escrimeur, bah, il dit qu'il faut les réintégrer. Faut avouer à moitié pardonner, visiblement. Aujourd'hui, Thomas Bach, c'est le président du CIO. Donc ce même monsieur nous a dit à l'époque que les gens qui ont pratiqué des expérimentations humaines, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, peuvent revenir dans la grande famille du sport. Donc ça montre le respect qu'on a pour toutes ces pauvres garçons et ces pauvres femmes. Il y a plusieurs exemples que je donne dans le livre. Vous avez une femme qui était avec son conjoint, une Allemande, je crois qu'elle faisait du disque ou du poids. Il cherchait à avoir un enfant, il n'y arrivait pas. Et quand elle a consulté, en fait, les tests ont montré qu'elle avait des appareils génitaux d'une petite fille de 12 ans. Parce que Tellement son corps a été bouleversé, meurtri. Et il y a aussi l'exemple d'Heidi, qui est absolument terrible, une fille qui faisait du lancer de poids, c'était sa passion. Mais en fait, ils l'ont tellement gavé de stéroïdes, d'anabolisants, etc., et de testostérone, tout ce que vous voulez, qu'en fait, elle a commencé à prendre de la pilosité. Sa voix a mué complètement quand elle répondait au téléphone. Tout le monde lui disait monsieur. Ses traits du visage ont changé. Sa musculature, elle a quasiment pesé 100 kilos. Sans compter le surentraînement qu'elle avait qui ont ruiné ses articulations et tout. Tant et si bien qu'elle disait que son corps ne lui appartenait plus. Elle était presque devenue un homme physiquement. Tout le monde pensait qu'elle était un homme. Et donc, en fait, bah, elle n'était plus Heidi. Et d'ailleurs, fin des années 90, elle changera de sexe parce qu'elle ne s'appartenait plus elle-même. Donc là, on peut littéralement parler d'expérimentation humaine. Ils ont volé la vie de cette petite fille. Et le CIO Et ne l'a jamais protégé. non, Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand vous parlez de Thomas Bach, le président de ce CIO, c'est que vous dites finalement il a fait toute une carrière justement de gentil soldat. C'était la personnalité fiable du CIO dans ce monde où personne ne fait fuiter aucune il se information. faisait passer pour celui qui luttait contre le dopage, etc. Et en fait, en Allemagne, il y a eu des grandes campagnes parce que lorsque cette affaire sort, donc on est après les années 2000, où il y a des procès, etc., on va leur accorder des petites indemnités ridicules à beaucoup d'athlètes. Euh, mais surtout, ce que je vais donner l'exemple avec les 5 coachs, après, bah, finalement, bah, là, faut t'avouer à moitié pardonner, il faut les réintégrer, d'accord? Et puis aussi, il y a eu un rapport qui est sorti en 2013 en expliquant qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait aussi de dopage de masse. Et Thomas Bach a fait les Jeux Olympiques avec l'Allemagne de l'Ouest en tant qu'escrimeur. Mais lui, il a dit non, ça concernait pas l'escrime. Donc en fait, ça concernait tous les autres sports, mais pas celui. Donc entre ça et le fait qu'on réintègre les coachs qui ont participé à des expérimentations humaines, qui ont détruit des centaines de vies, bah, c'est ça les valeurs de l'olympisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut connecter ça pour ceux qui s'intéressent à l'actualité sportive. Actuellement, vous avez l'Agence mondiale antidopage, donc qui avait été créée par le CIO, financé par le CIO au début, qui était géré par un homme du CIO, qui est un Canadien qui s'appelait Dick Pand. Là, il y a un énorme scandale avec les nageurs chinois et nageuses chinoises. Il y avait une enquête du New York Times et d'autres médias sortis ces derniers mois qui montraient qu'en fait, bah, on avait couvert certaines choses, qu'elles n'auraient pas dû participer à la dernière Olympiade. Mais ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, l'Agence mondiale antidopage crée au complot. C'est toujours, dans le sport, c'est toujours le complot. C'est le complot! C'est les Américains, c'est les Chinois, c'est les Russes. Enfin, trouvez l'ennemi qui vous plaira, c'est la presse, c'est comme. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils font pour se blanchir? Et ça, c'est une constante du livre. C'est les fameuses études indépendantes. Donc, c'est des études donc c'est eux-mêmes qui choisissent qui va faire l'enquête. Ils les payent eux-mêmes, mais c'est indépendant. Évidemment, l'étude indépendante dit que non, ça va. Donc, tout le monde comprend aujourd'hui la fumisterie de l'Agence mondiale antidopage. Et c'est bien triste. Donc le CIO a fait des enquêtes pseudo-indépendantes où en fait ils Toujours. commandaient eux-mêmes, toujours. C'est eux qui commandent et c'est eux qui payent. Comme la FIFA fait pareil, hein. Mais quasiment toutes les fédérations font pareil. Et il y a même des États qui font pareil, hein. Donc, c'est le fameux principe de l'indépendance. Moi, ça fait 13 ans maintenant à peu près que j'arpente les couloirs sportifs. Être indépendant est un gros mot.
Ça fait peur l'indépendance. C'est-à-dire que tout est soumis à des intérêts politiques et financiers. Être indépendant aujourd'hui réellement, on ne connaît pas beaucoup. On connaît pas beaucoup. Et même vous, avec tout ce que vous montrez, que ce soit avec vos précédents ouvrages qui apparaissent en ce moment à l'écran, avec l'industrie du football que vous venez de sortir, il y a 2 tomes dessus. Sur rien que ces livres-là, enfin les gens ne vous donnent pas les médias mainstream ne s'intéressent pas à ça, alors que vous révélez de réels scandales sur de la pédophilie, sur des scandales d'affaires, sur des scandales entre plusieurs pays avec la FIFA, Macron, l'Afrique. Enfin, pourtant, on ne s'intéresse pas à cela, on ne s'intéresse pas à vos travaux en tant que journaliste indépendant. Bien sûr, il y a des médias comme Blast qui le font, oui. Bon, à l'étranger, j'ai quand même la chance, voilà, j'ai fait New York Times, À Guardian, l'étranger. CNN, Josimar, mais je suis français, c'est quand même assez triste de voir que je dois toujours publier à l'étranger. Et en France, comme je te le disais, on m'a traité de lanceur d'alerte ou complotiste selon l'équipe MAG, alors qu'il y a plus de entre 30 et 40 dirigeants ou coachs aujourd'hui qui ont été emprisonnés, écroués, bannis ou suspendus suite à mes enquêtes, principalement pour abus sur mineurs, couverture d'abus sur mineurs, abus sexuels ou match truqué et corruption. Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir de là, quand cela, sont des faits irréfutables. Ces gens-là sont en prison. On parle d'anciens ministres des Sports en Haïti, Evan Koufler arrêté par Interpol, des gens très importants dans le milieu sportif. Alors, je dis pas qu'on révolutionne, mais il y a quand même des petites victoires et il y a des pays qui me montrent la voie avec beaucoup de courage, notamment en Afrique francophone. Et de voir qu'en France, bah non, parce qu'il y a beaucoup de querelles, d'ego. Qu'est-ce que c'est triste parce que le silence permet l'impunité. Et là, c'est pas un positionnement politique, c'est pas un positionnement d'ego. Là, on parle quand même de vie humaine. Et en fait, plus on en parle, et plus les instances en fait sont obligées de faire quelque chose et d'arrêter de jouer la politique de l'autruche. Donc c'est pour ça que c'est un peu triste. Tu vois, tu parlais du livre L'industrie du foot 2 ou dedans, j'explique que l'AFD, l'Agence française du développement, est corrélée au bureau de la FIFA à Paris. Je le schéma est très simple. En Guinée, il y a un centre de formation financé par la FIFA et l'Agence française du développement, partenaire de l'UNESCO. Bon. Campagne de presse incroyable, il y a les ambassadeurs, les ministres, c'est un centre inclusif, les droits des femmes, l'émancipation de la femme, pas de violence, etc. Bon, derrière tout ce numéro de communication, en réalité, c'était un centre où des gamines étaient abusées, où il y a même eu des avortements. Donc, je révèle la chose, et j'ai dû le sortir derrière sur un média qui s'appelle Sport News Africa, et tu imagines même pas comment en Guinée, ça a fait traîner de poudre, mais en France, alors que la France est directement impliquée par l'Agence française de développement, j'ai galéré, galéré. Finalement, quelqu'un des RFI a pris le truc un petit peu après, mais personne d'autre. Aujourd'hui, tu as 5 coachs suspendus. En Guinée, c'est presque une affaire d'État. Et en France, je sais pas, personne va demander de compte à l'Agence française du développement. Je rappelle que l'Agence française du développement, c'est nos impôts qui va financer ce genre de projet. Et personne, évidemment, va en prendre la responsabilité aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu énervant, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de batailler. Et c'est intéressant ce que vous disiez, puisque nous, on a suivi ça par rapport au terme de complotiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu veux faire du journalisme d'investigation, tu ne peux plus. Il y a beaucoup de thématiques où dès qu'on dérange, ça devient complotiste. Et c'est extrêmement dérangeant, et pour peu qu'on mette d'autres étiquettes politiques d'ailleurs dessus. Oui, oui, bah, peut-être. Écoute, moi, je suis pas dans ces logiques-là. Moi, je vraiment reste dans le sport. J'ai fait un ouvrage géopolitique vraiment sur le Yémen et tout ce qu'il y a autour. Après, moi, je reste dans mon domaine, même si au final, le sport est au carrefour de multiples intérêts, donc il faut maîtriser un minimum certaines choses, parce que c'est pas facile à expliquer. L'investigation, ça prend du temps. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que des fois, c'est pas très compliqué. Tu te dis, mais attends, mais un plus un, ça fait pas 5. Hein, mais en fait, faut fouiller un petit peu. Et quand tu expliques ça, il y en a qui peuvent prendre la mouche, en effet, on va dire ça comme ça. On comprend bien. Revenons aux Jeux Olympiques. Il y a d'autres sujets que le CIO, mais que les gens comprennent bien. Moi, parce que moi, j'ai réalisé ça en lisant votre livre, parce qu'on n'en parle jamais dans les médias en général. Enfin, moi, j'ai réalisé qu'on en parlait très, très peu. Le CIO, c'est une entité supranationale. C'est comme une grande entreprise extrêmement fortunée. Vous faites oui de la tête. Je ne sais pas si vous apparaissez à l'écran à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça représente, le CIO, aujourd'hui? Parce que les États sont prêts à se mettre à genoux pour obtenir les faveurs du CIO. Organisation supranationale toute puissante qui ne répond à aucune loi, qui s'affranchit de toutes les lois. Quels sont les dangers quel danger apporte le CIO aujourd'hui pour un État, pour un pays comme la France, par exemple? Qu'est-ce que ça peut être le danger? Quand on lit le contrat de ville haute qui a été signé avec Paris, déjà, vous apprenez que avant, pendant et après les Jeux Olympiques, vous n'avez pas le droit de manifester. Paris et ses alentours. Quand j'avais lu ça, j'ai dit, mais légal, enfin, mais merde. J'ai dit, mais selon la Constitution française, c'est même pas légal, en fait. Le contrat, il devrait être invalidé. Pas le droit de faire une réunion culturelle.
parce que c'est jugé comme concurrentiel aux Jeux Olympiques. Les données personnelles de tous les utilisateurs données au CIO. Je suis là, je me dis, c'est pas possible. Et puis il y a une chose qui m'a particulièrement choqué, c'est que dans ce contrat de ville haute, alors je rappelle, hein, il y a uniquement les sponsors des CIO qui ont le droit d'apparaître. Donc, il y a, donc évidemment, qui récupère les bénéfices? Le CIO. Et donc, le CIO a chargé le comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet et toute la fine équipe, de veiller à ce que les autorités françaises respectent ça. Donc, faut imaginer que pour, normalement, on est d'accord, l'État est tout en haut et voilà. Non, non. Le CIO est là. En dessous, il y a le comité d'orientation de Paris 2024 qui est censé veiller sur l'État français. Donc en fait, il y a une inversion complète de la pyramide où l'État est en bas et le CO est tout en haut. Et c'est signé, et ce que j'évoque aussi dans le livre, et j'espère que les gens ont, pour bien qu'ils comprennent, c'est que tous les partis politiques français étaient pour 2020, Oui. avant l'élection présidentielle. Même Mélenchon, au final, qui a émis quelques réserves liées à l'utilisation des deniers publics, finalement, avant les élections présidentielles, se range dans il faut Paris 2024. Donc, tous les partis politiques français étaient pour. Et je rappelle également que certaines lois ont été votées à l'époque sous le gouvernement d'Hollande, et que là, le gouvernement Macron a fait passer la loi JO, qui a elle-même été votée abondamment par les LR et le Rassemblement national. Et d'ailleurs, on parle pas mal, comment dire, quand on parle surtout dans les médias alternatifs, quand on a parlé des dangers des JO, on a beaucoup parlé de, vous avez un chapitre sur les drones, on parlait justement de l'IA, comment est-ce qu'elle peut permettre de surveiller la population, surveiller la foule. Et là, vous allez plus loin, c'est-à-dire que moi, ça, j'ai même pas vu ça. Le 23 novembre 2023, c'est un décret qui parle justement qui concerne le droit du travail. Et là, vous allez me dire si c'est justement lié, parce que vous dites que le CIO était content, c'est-à-dire que le gouvernement français allait plus loin et le CIO était ravi qu'on fasse Ah passer. oui. Voilà. Attendez, Oui. je la lis, là, je suis sur le bouquin. Le 8 juillet, 18 juillet, le robot hebdomadaire peut être suspendu en application de l'article L3132-5 du Code du travail dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail. Donc, par exemple, dans une période comme pour les JO, on imagine pour les besoins de la captation, de la transmission, diffusion, retransmission des compétitions organisées dans le cadre des Jeux olympiques de 2024, ainsi que pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves. Blablabla. Donc, on comprend bien qu'on peut étendre le travail on peut supprimer des heures de repos pour le salarié. Et ça, vous dites, Et le repos dominical, on a le droit de travailler 7 sur 7 maintenant pour les JO on et enlève le faire des temps. heures supplémentaires. Mais bon, elles seront rattrapées plus tard, les plages, il paraît. Mais en gros, littéralement pour les Jeux Olympiques, on s'est permis de tordre le droit du travail en France. Voter, je rappelle que la loi JO a été votée par l'intégralité des républicains, également bien aidé parce que le patron du comité olympique français, monsieur Lapartien, il est LR, pas oublier, très proche de Thomas Bach d'ailleurs. Et le Rassemblement national, il y a eu un abstentionniste, sinon ils ont tous voté pour. Mais comment est-ce que, parce que vous dites que le CIO est content qu'on fasse passer ça? En quoi ça Et bien concerne, sûr, comme en les quoi la réformes politique fiscales, française? c'est en fait toutes ces organisations-là, FIFA, etc. La FIFA n'a pas obtenu ce qu'elle voulait en France. C'est pour ça qu'elle quitte un peu le navire, parce que les réformes promises par Emmanuel Macron, notamment fiscales, elles ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Ce n'était pas réalisable. Par contre, ce que la FIFA n'a pas obtenu, le CO l'a obtenu. Il suffit de revenir quelques années auparavant. Nicolas Sarkozy. Mais en quoi ça, pardon, juste avant de continuer, en quoi ça les concerne? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de notre politique, de la politique Parce que ça a des d'appel intérêts d'offres? pour eux, et leurs sponsors, et leurs entreprises, et leur comité d'organisation. Le premier point que toutes ces organisations veulent, c'est une exemption de fiscalité. C'est-à-dire ne rien payer fiscalement. C'est le premier point. Et ça a été, il y a une loi française spéciale qui a été votée sous le gouvernement Hollande, qui faisait suite, en fait, je vais l'expliquer pour que les gens comprennent l'imposture politique française en matière de sport. Et que c'est un pays où j'ai l'impression qu'il n'y a aucun consensus. Mais arrive le sport, et là, de droite comme de gauche, on est là, en symbiose. Nicolas Sarkozy va tout près organiser l'Euro de football et promet à l'UEFA une exemption fiscale. Sauf qu'il n'est pas réélu. Mais pas de souci. François Hollande va parachever la promesse de Nicolas Sarkozy avec cette fameuse loi qui exempte plein de choses au niveau fiscal les organisations sportives internationales qui vont organiser des compétitions sur le sol français. Alors, ils mettent certaines conditions à respecter, conditions qui ne sont d'ailleurs jamais respectées. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu autant d'événements sportifs en France. C'est que la France, sous Hollande, pour suivre la parole de Nicolas Sarkozy, a permis à toutes ces institutions de bénéficier d'exemptions fiscales exceptionnelles. Et derrière,
pour les Jeux Olympiques, etc. Et ça se fait pour plein d'autres pays. Ils ont fait pareil au Japon, au Royaume-Uni. Et ben en fait, pour le CO, on va pas faire passer une loi spéciale JO qui souvent arrange un petit peu aussi les États quand même. On va quand même casser quelques petites barrières. Alors, on est loin quand même de ce que j'avais pu, certains craignaient. Quand on lit la loi JO 2024, elle est liberticide, on est d'accord, mais elle n'est pas non plus, j'avais entendu des choses qui étaient énormes, qui étaient fausses. De toute façon, il faut aller au texte de loi. On a autorisé, donc, alors pour le droit du travail, ça, en effet, il y a quand même des entraves assez importantes, fiscalement aussi. Ce qui arrange le CIO, parce qu'en fait, ils ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tout le monde va pouvoir travailler. Et en fait, tout est fait pour que les jeux soient une grande fête, soient de spectacle, et que ça soit grandiose. Le CIO encourage toujours les États à dépenser plus d'argent. Parce que c'est le spectacle, c'est Hollywood quelque part, pour impressionner pour les annonceurs et les droits de diffusion. Sauf que, attendez, qui récupère l'argent des annonceurs et des droits de diffusion? Ah oui, le CO, c'est pas la France. À chaque fois, c'est le CO qui est gagnant, en fait. Vous savez, vous jouez au bandit manchot et le CO, ils ont toujours le set gagnant. Ah bah tiens, on a toujours gagné. Et donc, pour terminer ce que je disais à travers cette loi qui a été votée, il y a aussi ces caméras de vidéosurveillance algorithmiques. Parce que le gouvernement avait mis un point d'or pour pas dire que c'est de la reconnaissance faciale. Sauf que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, c'est un terme quand même barbare. Caméra de vidéosurveillance algorithmique, c'est quoi? Donc, j'ai mis la définition selon Amnesty International et pour se développer, ce sont des caméras qui vont capter des comportements ciblés par une intelligence artificielle. Donc, l'État nous explique qu'il y aura toujours un humain à côté. Bon, bref. Ça, est-ce qu'on en est vraiment pour le voir? Je ne sais pas. Par contre, l'un des comportements suspects, qui pourra donc enregistrer le fait que vous êtes surveillé, potentiellement avoir un contrôle de police, voire plus, un interrogatoire, que sais-je, c'est admettons si vous allez en contresens, à pied. Admettons, vous êtes là, vous marchez, puis vous voyez un ami qui est derrière vous qui vous appelle. Oh, Boris, ça va? Boris se retourne, il passe là, pling, la caméra, elle juge que c'est un comportement suspect, et donc potentiellement vous êtes contrôlé. Et C'est donc, ça, les caméras de surveillance algorithmique. donc en fait là, on pourrait avoir un événement où on célébrerait le sport, on irait profiter d'un événement sportif, mais on aura toujours une caméra fixée sur notre tête qui fera du contrôle au faciès, c'est-à-dire qui va contrôler notre Alors, ils disent, ils comportement. disent, ils disent que c'est simplement les attitudes et les comportements. Après, encore une fois, qui sait réellement ce qu'est une caméra de vidéosurveillance algorithmique et qui sait comment elle va être utilisée? Parce qu'en plus, elle a été prolongée jusqu'en mars 2025, sachant que je sais que le parti présidentiel voulait que ça soit encore pour plus longtemps et le Rassemblement national voulait que ça soit pour décembre 2024. La gauche, elle, pour le coup, la gauche était contre cette loi-là. Elle avait d'ailleurs porté des réserves, etc. et tout. Finalement, donc, c'est étendu en mars 2025, c'est déjà testé, ça a été testé à des concerts et tout cela. Et en fait, ils expliquent qu'il y a plusieurs types de comportements qui seront jugés problématiques par les caméras et qui donc vont être signalés, qui peuvent générer des contrôles. Dont, si vous posez un sac, alors ça on peut comprendre à la rigueur, mais il y a le coup de, comme je vous dis, si vous marchez à contresens. Et on rappelle également qu'il y a des dispositifs sécuritaires inédits, d'ailleurs qui posent beaucoup de soucis parce que c'est très mal fait. Bon, parce qu'il y a plein de contingents étrangers, et c'est là où on a quand même vu les soucis qu'on a en France. On a par exemple un énorme problème de maîtres chiens. Vous savez, les chiens renifleurs et les maîtres chiens. Ouais. On a vu, donc on a demandé de l'aide à plein de pays pour nous amener des maîtres chiens et des chiens. Parce qu'en fait, on en a en France. Sauf qu'au bout d'un moment, on m'a expliqué, mais le chien, il peut pas tout faire toute la journée. Donc, il faut changer. Il faut pas non plus, enfin, ce sont des bêtes absolument incroyables. Mais on voit très bien que pour des gros événements, sur certains secteurs liés au ministère de l'Intérieur, il y a des manques. Donc, on a fait appel à plein de contingents étrangers. Alors, ça se fait pour les événements, mais nous, ça a été vraiment très, très, très important. En plus, on a pris des réservistes, des CEDA. Enfin, c'est quand même un peu la foire fouille. Et c'est finalement de tout ce qu'on vient de dire dans les 5 dernières minutes où on parle de ces changements, de ces lois qui sont passées grâce aux Jeux Olympiques, sur pression du CIO, qui concernent le droit du travail, qui concernent les La drones qui fiscalité. pourront nous filmer. De quoi? Et la fiscalité. Et la fiscalité, ouais, complètement. Mais la fiscalité que pour le CIO hein, et le comité d'organisation. Hein. Pas pour les Français, hein, je vous rassure. Hein. Nous, on va payer plus d'impôts pour payer le déficit des jeux. Donc, la fiscalité, elle est à l'envers avec le CIO. Et on comprend que tout est à l'envers. Justement, là, ce que vous nous dites dans ce bouquin, dans ce livre, dans le livre noir des Jeux Olympiques, en fait, on comprend qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le dos des Français sans on en parle clairement dans les médias, en tout cas mainstream, ça a beaucoup circulé sur les médias alternatifs, mais peu dans les médias mainstream. Et finalement, on n'en a pas parlé dans la population, on a dépossédé la population de pouvoir parler de ce qui se passait. Oui. La cellule sport de Le Monde a fait le travail. Le problème, c'est que les articles qui sont réservés aux abonnés
Mais eux, ils ont fait un travail et un suivi. Le problème étant qu'il y a des articles qu'on peut trouver ici et là, mais il n'y a aucun moment on a un grand média télévisuel et vraiment de masse. Donc, on va trouver des articles ici et là, des fois éparpillés, mais il n'y a pas le travail de masse. Par exemple, Complément d'enquête a fait quelque chose de comité d'organisation où ils ont beaucoup insisté sur les salaires. Il est vrai, ils sont exorbitants. Des gens du comité d'organisation, les augmentations et tout. Alors, c'est intéressant, mais ce n'est pas aller assez en profondeur sur tout le reste. Littéralement, ça aurait nécessité que des enquêtes exclusives, enfin, je connais pas assez les programmes en France, hein, mais qu'on aille sur le fond des choses, en montrant le contrat de ville haute, en montrant aux Français, attendez, dans le dos, ils ont signé, vous n'avez plus le droit de manifester, vous n'avez plus le droit de faire des réunions culturelles pendant les Jeux, vos données personnelles, ça va aussi, enfin, et de montrer tout ça. Et je pense que là, en effet, le discours aussi, le fameux discours les Jeux paient les Jeux, qui est une escroquerie incroyable. Je veux dire, les Jeux paient les Jeux. Ça n'a jamais été le cas de l'histoire. Je donne dans le livre, les gens pourront voir, le cas d'Albertville et Grenoble. Ben, le contribuable était content, tout ce qu'ils ont dû payer. Et je rappelle d'ailleurs, depuis 90, le tremplin de saut à ski, qui était l'un des symboles des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble, il est à l'abandon. Hein. Il est en friche. Ça a coûté des millions, des dizaines de millions aux contribuables. Et donc, ce que la Russie n'a pas réussi à faire, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Royaume-Uni et la France dans le passé, Amélie Oudéa-Castéra nous dit pas de souci, les Jeux paient les Jeux maintenant. Donc, ils sont forts à Paris 2024. Ils vont réussir ce que personne n'a jamais fait. Et beaucoup, en fait, parce qu'il y a ces fameuses études indépendantes ou des gens qui vont vous dire ah mais non, mais les Jeux paient les Jeux, va avoir un ruissellement de l'économie. Combien de fois on a entendu ça? Ah mais ça va développer d'autres choses, etc. Non, ceux qui sont gagnants, c'est le CIO en 1, ceux qui vont gagner les appels d'offres dans certaines boîtes de PTP, etc. Il y a quelques boîtes françaises qui, en effet, vont gagner, mais le contribuable français va rien y gagner. L'économie française va rien y gagner parce que tous les autres n'ont pas réussi. Il y a toujours eu un énorme déficit. Alors, on va m'expliquer que on est plus fort que les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Royaume-Uni. Oh, bah, bravo. Franchement, moi, je dis au génie de Paris 2024, mais j'aimerais leur recette alors. Et rappelez-vous, quand Pierre Moscovici avait quand même, la Cour des comptes avait commencé à dire, bon, va avoir un déficit, le lendemain, Méloudéa Castera, la ministre des Sports, non, c'est pas vrai, les Jeux paient les Jeux. Avec ça, on voit toute la famille du sport français, et aussi le fait que les journalistes dits d'investigation politique s'intéressent très peu aux affres du sport, parce que politiquement, on peut toujours trouver, que ce soit sur un média alternatif ou pas, on pourra toujours trouver à un moment donné un contrepoids. Ah, dans le sport, il n'y en a pas de contrepoids. Il n'y en a pas. Sinon, vous n'êtes pas accrédité, sinon c'est fini. Donc, il n'y a aucun contrepoids. Et le problème, c'est que les Français ne le voient pas. C'est pour ça que j'ai fait ce livre-là aussi, c'est pour leur montrer, attention. Parce que c'est quand même aussi, quand on voit les liens avec la très grande criminalité et tout, on se dit, on s'est quand même agenouillé devant des gens peu fréquentables, on va dire. On comprend bien. C'est très intéressant. Et on arrive vers la fin. J'aimerais vous demander aussi comment est-ce que vous en êtes arrivé à ces travaux-là et à votre façon de travailler. Et juste avant ça, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais vous parlez dans ce livre de caste bureaucratique. Vous parlez il y a des professionnels de la propagande directement au CIO. De la corruption, ça revient à chaque chapitre. On ne pourra pas tout aborder là, on va laisser les gens lire le livre. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a finalement le plus choqué, c'est de comprendre. Alors, et je crois que je l'avais appris par vous dans les livres sur le football, je ne me rendais pas compte. Ah oui, notamment, vous disiez que le PSG était un des plus gros relais du Moyen-Orient pour faire finalement de la diplomatie entre les pays. C'est plus facile quand on envoie les joueurs jouer, faire un camp d'entraînement à un moment dans tel ou tel pays. Ça permet d'obtenir des informations. Ah oui, pour le Qatar, le PSG a permis Service de de renseignement, de c'est un mettre. cheval de Troie, oui. Exactement. C'est C'est un cheval de Troie. voilà. Et donc Parce ça, que vous invitez en loge les gens les plus importants d'un pays. Donc, quel prix ça a pour un service de renseignement? Autour d'une coupe de champagne, en train de regarder un match dans une ambiance détendue. Imaginez, vous avez le patron de Total, l'ancien président de la République, des ministres, etc. Quel prix ça a pour un service de renseignement d'être là? waouh. C'est énorme. Mais ça, à la limite, on en reparlera dans d'autres entretiens, mais c'est Mhm. extrêmement intéressant ce que vous dites là. Et là, vous le dites, et ça revient, cette thématique dans ce livre-là, parce que vous dites, finalement, le CIO permet de faire un relais de lobbying. On comprend que c'est pour les grandes fortunes. Donc, à Bruxelles, hein, à côté du Parlement européen, Commission Exactement, européenne, ils ont leur propre. Mhm. Ils- comment ça se passe? Comment ça se concrétise? Est-ce que finalement, c'est des grandes fortunes qui arrivent à approcher des parlementaires, des gens puissants, des politiciens? Alors, ils- en fait, il y a des mois de ça, il y a une plateforme internet qui s'est créée qui s'appelle Dinkivitor.
qui a été fondé par un journaliste allemand, Jens Weinreich, qui est un peu l'un des totems du journalisme de l'olympisme. En fait, tous les gens qui s'intéressent au mouvement olympique, globalement, sont étrangers. Ils viennent d'Europe de l'Est, d'Allemagne, des pays nordiques, etc. Et donc, il m'a proposé d'être cofondateur de The Inquisitor, on est plusieurs. Et c'est lui, il m'a dit, mais t'es pas au courant? Moi, je ne savais même pas que ça existait. Je savais pas que le CEO avait sa propre officine de lobby. Et parce que la secrétaire générale est française, etc. Donc, il m'en parle. Et après, petit à petit, j'ai creusé là-dessus. Et en effet, ils sont présents à Bruxelles pour leurs intérêts, ceux de leurs membres. Et c'est littéralement fou. Donc, il y a des grandes réceptions. On invite des parlementaires, des députés, etc. Il y a de l'argent qui, en effet, qui est mis là-dessus pour préserver les intérêts du CEO au niveau politique et au niveau diplomatique. Et en fait, aujourd'hui, le CEO est un acteur clé de la mondialisation qui est quand même reçu par tous les pays du monde avec un accueil princier. Et la FIFA fait pareil. Ce sont les deux seuls qui font ça. Et ça marche. Après, en lobbying, ils ont aussi beaucoup d'entreprises privées de relations publiques. D'ailleurs, ça revient énormément dans le livre, hein, les fameux cabinets de conseil, toujours externes, qui en fait vont manipuler l'opinion ici et là pour nous raconter ce que le CEO veut. Donc en effet, c'est une petite anecdote marrante, mais Christian Klaus, c'est le directeur de la communication institutionnelle du CEO. Son surnom, c'est le chef de la propagande. Et il émarge à plus de 540 000 $ par an. Je rappelle dans le même temps que les athlètes vont recevoir du CO pour les Jeux Olympiques, zéro. Mais le directeur de la communication institutionnelle prend 540 000 $ par an, sans compter les primes. Voilà. Je pense que là, on a bien résumé quelle est la priorité du CEO. Est-ce que c'est la communication, certains diront la propagande, ou les athlètes? Je pense que le choix a été réalisé il y a longtemps par le CEO. C'est vraiment passionnant de parler de ça et je pense que c'est important Est-ce qu'il y a encore dans votre tête, quand vous regardez les Jeux Olympiques maintenant, parce qu'on pense à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui adorent les événements sportifs et qui... C'est bien les jeux à la base. Le concept, il est très bien. Le problème, c'est qui l'organise, comment il est organisé. Mais les jeux, quelque part, c'est magnifique pour ces gens-là, enfin, surtout pour des disciplines moins médiatisées et qui, à un moment donné, vont exister à la face du monde. C'est magnifique pour ces gens-là. Je prépare une série pour un média africain autour d'athlètes africains qui vont aux Jeux. J'ai notamment parlé à Israël Madej, qui est un archer du Tchad, qui m'expliquait qu'à une dizaine d'années, quand il commence le tir à l'arc à N'Djamena, la capitale du Tchad, il doit créer ses cibles en carton. Et aujourd'hui, il fait partie des 64 archers qui ont obtenu leur sésame pour les Jeux. Donc, faut imaginer, l'histoire humaine, elle est absolument incroyable. Je parlais à un judoka aussi du Niger, Ismaël Alassane, dont le grand frère avait déjà fait les Jeux. Et souvent, il y a des échanges entre les pays. Par exemple, Ismaël Alassane se prépare en France, il a obtenu une bourse, etc. Et c'est des parcours de vie absolument incroyables. Donc, il y a un côté qui est magnifique, il y a un côté qui est épique. Mais le problème, c'est qui organise les Jeux, pour quel bénéfice, et toute la politisation qu'il y a derrière. Mais à la base, l'idée, elle est jolie. En fait, ce qui est le plus dramatique là-dedans, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que si on va plus loin sur les autres sports, la FIFA, c'est pareil. C'est qu'en fait, on a des organisations comme le CIO qui vont mettre la pression sur les gouvernements, notamment pour faire passer les lois dont on a parlé, Parce que fiscalité. c'est à leur avantage. Et les États disent oui. Et les États disent oui. Et on parle en plus d'États qui sont censés être les plus grandes puissances du monde. Mais qui ne seront jamais aussi puissants, finalement, que ces Bah entités non. supranationales. Mais comment François Hollande et Emmanuel Macron s'adressent à Thomas Bach, Monsieur le Président? Il faut voir les interventions. Ils sont là. Thomas Bach, il arrive. Son surnom, c'est le roi Soleil. Hein. Il le porte bien. Kingston Bach. Et il le porte bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, Ouais. l'Inde est actuellement en train de faire un énorme lobbying pour obtenir 2036. Modi va tout prix les jeux pour l'Inde. Donc actuellement, il y a une entreprise de lobbying et on a demandé à la France un peu d'aide aussi de soutien. Il y aura une très forte délégation indienne pour du lobbying qui viendra pour Paris, à Paris. Petite info. Et vous craignez quoi spécialement par rapport à l'Inde? Non, mais ça montre que tous les États s'y intéressent. Ils Oui, veulent oui. tous organiser les Jeux Olympiques. Le Qatar aussi rêve des Jeux Olympiques, il y en a d'autres. Et puis on rappelle que là, il y a la décision en suspens pour 2030 qui devait venir à la France, mais Gabriel Attal n'a toujours pas signé la lettre de garantie financière. Alors, est-ce que Gabriel Attal va signer la lettre demandée par Monsieur Macron, que le déficit a été complètement sous-évalué, enfin c'est encore un désastre, mais tout le monde veut les Jeux Olympiques en France parce qu'il y a des bonnes places à prendre, je dirais, dans les comités d'organisation. Ça aide aussi, hein. Vu les salaires qu'il y a, donc il y en a plein qui les veulent à tout prix parce que c'est pour certaines personnes, en effet, ça va être une grande richesse. Pas pour le contribuable, hein, pour Il y a, certaines personnes.
Et dans le livre, on découvre qu'il y a 4-5 Français qui sont au CIO, dont Tony Estanguet, si je me trompe pas, qui était Denis là-bas. Estanguet, vous avez Guy Dru, l'incroyable Guy Dru qui avait été condamné à l'époque, gracié par Jacques Chirac, et qui d'ailleurs, bon, bah lui, il a fait partie de toute cette famille olympique depuis 20 ans. Non, vous en avez quelques-uns. Vous avez en membre d'honneur aussi Monsieur Kini, l'ancien champion de ski. Et je crois que Monsieur Roland, est-ce qu'il est toujours membre du CIO? J'ai un doute. Mais en tout cas, oui, il y a plusieurs Français. Et vous avez David Lapartien, patron de l'Union cycliste internationale, député LR. Enfin, je ne sais pas s'il est député, il est au Morbihan en tout cas. Plus patron du comité olympique français. Parce que souvent dans les membres olympistes, en fait, ce sont tous des cumulards. Hmm. Donc, ils cumulent plein de choses, etc. et tout. Et c'est pour ça, on comprend mieux la position des Républicains également vis-à-vis des lois 2024, lorsque l'un des siens, l'un des leurs, est en fait le patron du comité olympique français. Allez lire hein, le livre noir des Jeux Olympiques aux éditions Exuvie et même les autres livres. Romain Molina a aussi écrit sur le Yémen. C'est très Ouais. intéressant à aller creuser. Comment est-ce que vous vous intéressez à tout cela? Je vous ai pas demandé si vous aviez des intérêts, des conflits d'intérêts dans ce genre de travaux. C'est une question qu'on pose à tout le monde Pas vraiment. dans notre équipe. Est-ce Je que réfléchis le conflit que je. Est-ce que ça compte de se prendre des procès d'ailleurs en diffamation quand on vous réclame 120 000 euros? Non, voilà. Moi, je fais pas partie de ce milieu-là. qu'est-ce Autant qui je vous serais très motive? intéressé pour faire partie d'un vrai centre contre les abus, notamment sur mineurs, dans le sport à travers le monde entier. Ça, oui, clairement, ce serait le fruit du travail que je mène depuis des années. Ça, clairement, je le dis. Euh, Toujours pour une cause, on va dire, noble et plutôt éthique. Maintenant, non, parce que je suis quand même vu comme le chat noir pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous motive à toujours constamment réécrire, à aller là-dedans en tant que journaliste indépendant? Parce que j'estime que c'est un cri d'amour. Si j'aimais pas le sport, les gens, je me tais. C'est plus commode de se taire. Maintenant, quand on voit ça, honnêtement, pour moi, le CEO, ça fait vraiment partie d'une monstruosité. C'est vraiment, ça dépasse. La FIFA, déjà, c'est l'hydre de Lerne. Coupe une tête, il y en a 7 qui réapparaissent. Mais alors, le CEO, parce que c'est encore plus discret. Et puis, il y a un côté intellectuellement qui est très stimulant. Parce qu'à chaque fois, je fais des livres différents. C'est très challengeant aussi. Et à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible. Des fois, je me dis, mais pourquoi les scénaristes, ils s'embêtent à aller chercher des histoires? Ils n'ont qu'à prendre les histoires du sport, hein. Ça ferait d'excellentes séries, hein. Donc, il y a ça. Et puis, c'est un cri, ouais, c'est un cri d'amour. De toute façon, je fais tout par amour. C'est Si j'avais finalement, pas l'amour des uns et des autres et du sport, voilà. Mais moi, je fais du basket. C'est mon sport. C'est mon amour. Euh, le jour où j'apprends qu'un de mes coéquipiers vend un match, je le termine. J'accepterai jamais. c'est un travail pour la vérité en tant que journaliste, quoi. Non, voilà. Puis non, puis, je dirais même à titre humain. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Le sport fait partie de ma vie. J'en ai fait depuis que je suis petit. Donc c'est exceptionnel. La pratique, moi j'aime pratiquer. Voilà, moi j'ai pas envie que même à n'importe quel niveau, il y ait des gens qui ne puissent pas jouir de leur passion et de leur amour. Et je vais même aller plus loin. Avant, là je fais de la lutte, j'ai fait du kickboxing, je parle en enquête, hein. Là je fais un truc autour du pentathlon, ça intéresse personne quasiment. Aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'être beaucoup différent, d'avoir une certaine diffusion. Donc en fait, je mets ça à profit vis-à-vis des fédérations qui ont les mêmes soucis, mais vu que c'est moins médiatisé, en profitent davantage. Et qui en paye le frais? Souvent, ce sont des bénévoles, des gens passionnés, des athlètes, souvent ce sont des gens bien. Il y a des gens bien de partout aussi. Donc voilà, je vois pas pourquoi ils auraient pas les mêmes droits que les autres parce que leur discipline fait peu de vues. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre-là, parce que je sais que c'est un risque de le faire sur le CIO, sur tout ça. En plus, on l'a imprimé, voilà, avec une belle dorure et tout ça, on a fait un beau produit, pas trop cher. Pareil, hein, je fais des livres qui coûtent une dizaine d'euros. Ni trop long, ni trop petit pour essayer à ce que les gens soient digestes. Voilà, c'est que je pense à tout le monde et c'est mon petit devoir citoyen, mon maigre niveau. Moi, je suis pas un politicien. Par contre, à mon maigre niveau citoyen, je fais ce que je peux pour essayer voilà, d'avoir de petites victoires, pour essayer d'améliorer un peu ce que je peux. Et c'est très intéressant. Et c'est intéressant de votre manière d'écrire, parce que finalement, pour une enquête, c'est très littéraire dans l'écriture. Un peu romantique, ouais. Qu'est-ce qui vous motive à raconter les histoires de cette manière-là? Souvent, dans le journalisme d'investigation, on voit c'est beaucoup plus direct, on va dire. Là, c'est très raconté, mais c'est très bien écrit. Donc, comment est-ce que vous en venez à cela? J'aime bien les points-virgules. Mais disons que je trouve que c'est trop facile. Il y en a qui font beaucoup d'énumération, vont mettre quelques mots un peu alambiqués pour des. Moi, j'aime bien prendre un peu des risques et mettre des formules aussi un peu ironiques avec quelques points-virgules. Je me creuse vraiment la tête, par contre, souvent, parce que j'ai envie que ça soit bien, j'ai envie que ça soit sympa, j'ai envie que ça soit plaisant à lire. Ça, j'ai envie que les gens ils passent un bon moment. Parce que déjà, les thèmes, ils sont pas évidents des fois.
Donc, c'est vraiment l'idée d'une immersion. J'ai toujours été un peu comme ça sur mes autres livres. Donc, c'est aussi un plaisir perso. Parce que le problème, c'est qu'il y en a plein qui veulent faire du style. Et donc, ils sont dans l'emphase. Moi, je sais toujours que ça soit simple. Mais simple, ça veut pas dire être mal écrit. Le plus dur, c'est la simplicité dans tout. Si tu fais du basket, c'est comme moi. Des fois, tu dis, oh, mais tu vois un joueur, tu dis, oh, ça paraît simple. En fait, c'est ça qui est dur, c'est quand ça paraît simple. Donc, j'essaie que ça soit simple à lire. Je fais de mon mieux, que ça soit accessible pour tous, tout en ayant les détails. Et beaucoup, tu vois, hier, quelqu'un m'a dit qu'il a l'impression de lire un polar avec ce livre-là. Quelque part, c'est un peu un roman d'espionnage polar, ouais. Mais sauf que c'est réel. Et c'est pour ça que je fais intervenir des gens, parce que moi, mon avis, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de donner la parole aux gens, donc je vais toujours récupérer beaucoup d'avis, etc. Je fais toutes les interviews moi-même, je fais mon contenu propre, pour que les gens, s'ils mettent 10 ou 14 euros dans ce livre-là, ben, ils ont pas ça sur Wikipédia, hein. C'est un contenu qui est exclusif. Et j'essaye de, voilà, que ça soit agréable à lire. Donc tant mieux si c'est le cas. Romain Molina, merci encore d'être venu sur ce plateau. À Voilà. toi, Romain. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Et n'oubliez pas, continuez à soutenir François. On essaie de poursuivre notre action autant que possible et de faire vivre aussi le journalisme honnête et indépendant. Merci à vous. Vous pouvez aller sur françois.fr/soutien pour ça. À bientôt. Au revoir, Romain Molina. Merci.